c'est une nouvelle aventure quand on rentre. Ouais, j'imagine. Ok, Non, c'était intense, c'était intense. ça marche. On ne s'arrête pas quand on est fatigué, on s'arrête quand c'est bien fait. Et c'est là où les gens ne comprennent pas trop la différence. Que j'étais au bon moment, au bon endroit, et j'espère que si un jour il m'arrive un problème, à ce moment-là aussi, il y aura la bonne personne au bon moment pour pouvoir me filer un coup de main. Bonjour à vous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Prism Interview. Alors je suis en compagnie de mon ami Jérôme. Comment vas-tu Jérôme? Ma foi, très bien, ouais. Ça va, super. Ouais, tranquille. On va être ensemble pendant 40 minutes je pense. Jérôme, donc ancien des forces spéciales, donc militaire de carrière, qui aujourd'hui est thérapeute. Vous allez voir, il fait beaucoup de choses à son actif. C'est vraiment quelqu'un que je respecte pour ce qu'il fait au quotidien. Donc Jérôme, merci en tout cas d'être venu. Merci pour ton invitation. C'est chez toi, on peut dire que c'est chez toi ici. Ouais, je l'ai partagé avec pas mal de monde, mais ouais, j'aime bien y être. Ouais, Ah ouais. Alors pour la petite anecdote, c'était le mois dernier, je crois. ouais, à peu près, ouais. Ouais, donc j'ai fait un stage de survie. On vous en parlera au fur et à mesure, parce que c'est ce que fait actuellement Jérôme dans la vie. Il encadre justement des groupes de personnes, on pourrait dire aux bases de la survie. Ouais, les notions de base pour pouvoir balader, pour aller se promener et profiter pleinement de ces sorties en pleine nature sans danger. Voilà, sans danger. Et vous allez voir, de toute façon, d'ailleurs, je vous mets la vidéo juste ici, vous pourrez cliquer dessus et à la fin de vidéo, elle sera disponible. Voilà, où on fait le récap des 48 heures où j'ai passé donc 48 heures avec Jérôme en pleine forêt. Ok, donc Jérôme, on va commencer avec des questions simples, réponses courtes, ouais. Puis après on creusera un peu plus. Alors Jérôme, juste pour te présenter à la communauté, nom, prénom et profession. Alors, je m'appelle Jérôme Cartier et j'ai 42 ans. Ok, et la profession? Profession, plein de petites choses, mais thérapeute, équipier, accompagnateur, retraité aussi. Non, voilà, plein de petites choses sympas, plusieurs activités, et puis ouais, c'est plutôt bien rempli. Bon, t'es le retraité le plus actif que je connais. Hein. Parce que si tu te considères comme retraité, je sais pas ce que c'était avant, mais tu vas nous en parler après. Mais... Quand il y a des opportunités, on en profite. Ouais, t'as raison. Ouais. Et alors, deuxième question simple aussi, profession des parents. Alors, profession des parents, mon père, il vérifiait les chantiers. Il avait commencé en poussant la brouette et puis il a monté les marches au fur et à mesure. Donc, il était inspecteur de chantier. Okay. Et ma mère faisait de la comptabilité d'abord dans le privé et ensuite, elle a basculé dans l'administration pour pouvoir... Ok, ça marche. Et pareil aussi, alors ça, c'est une question qu'on pose à tout le monde et qu'on posera à tout le monde. Est-ce qu'il y a un objet que tu as toujours sur toi, que tu emmènes partout? Peut-être mon bracelet. Peut-être Okay. mon bracelet que j'ai très souvent avec moi, c'est rare que je ne l'ai pas. C'est vrai que je t'ai toujours vu avec. Et c'est quoi? Il y a une symbolique, il y a un ancrage? Ouais, il y a une petite symbolique, c'est un petit peu le bracelet un petit peu de mes ancêtres et tout ce qui va avec ces croyances-là. Donc il m'accompagne un petit peu partout et j'espère l'emmener encore loin. Quelle est pour toi, quelle est la valeur la plus importante à tes yeux? Ouh, Compliqué comme question. ouais, la valeur la plus importante. Ouais. Pour t'aider, voilà, qu'est-ce qui est le plus important quand tu tisses des liens avec quelqu'un? Je pense qu'il y a une part d'honnêteté dans le sens où même si on n'apprécie pas une personne, être capable de lui dire je pense qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt et qu'on ne va pas pouvoir continuer ensemble. Ouais. Mais cette forme d'honnêteté, même avec quelquefois de l'émotion, elle est importante. Donc je pense que cette honnêteté-là, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors là, Jérôme, il y a une photo qui s'affiche de toi, comme vous pouvez le voir, avec ton père. Si je comprends bien, c'est ton père. Ouais. Quel genre d'enfant t'étais petit? À l'école ou à la maison? À l'école ou à la maison, assez discret. J'ai grandi avec mon papa, puisque mon papa était rapidement malade. Et donc c'est lui qui m'a éduqué pendant que ma mère partait tôt le matin au travail et rentrait tard. Ouais. Un petit peu solitaire, puisque je vivais un peu isolé à la campagne. Après, il y avait toujours des activités à faire. Mon père était toujours en train de bricoler. Donc je bricolais pas trop avec lui, parce que ça le gênait plus qu'autre chose. Mais je trouvais mes petits bricolages à moi et donc non, plutôt un petit peu réservé un petit peu sur ce côté un peu solitaire. Jérôme, moment de vérité, simple, sans le demander à tout le monde aussi, est-ce que tu pourrais nous montrer la première photo de ta galerie de téléphone et nous expliquer ce que ça évoque ou... Alors c'est marrant, c'est une petite vidéo et c'est une photo, c'est mon fils qui a voulu emprunter, en fait j'ai un sac qui a une clé de portage, un sac qui est un petit peu lourd. Ouais. Et pour m'entraîner il y a quelques temps, je l'avais chargé un petit peu pour pouvoir faire un peu de poids et pouvoir aller marcher pour aller m'entraîner parce que quand je pars sur les stages de survie, j'essaye d'encourager les gens à alléger au maximum leur sac, mais le mien a besoin d'avoir quand même un minimum de matériel de secours et du matériel en plus pédagogique. Donc pour être sûr d'être en forme pour les stages, régulièrement,
Alors non, j'avais été faire une marche et pour lui, il s'était dit oh, ton petit sac, ça va, c'est facile. Mais il était un petit peu chargé. Il a essayé de le soulever, de le prendre. Et donc j'ai une petite vidéo où il essaye de se battre pour se lever avec. Et c'est très compliqué pour lui. Donc, mais bon, moi, c'était juste pour pouvoir m'entraîner, pour être sûr que pendant le stage, je ne sois pas en train à la moitié de donner le cours et à moitié en train de subir et pouvoir faire le cours de façon normale. Donc ça me permet de m'entraîner un petit peu régulièrement avec voir où sont mes limites. Et donc un sac, ça se porte, c'est quoi, allongé? Alors ça, c'est des sacs qui sont un peu lourds. Là, c'est un modèle, donc effectivement, c'est une clé de portage, donc c'est plus qu'un sac à dos. Pour pouvoir bien le mettre au début, en général, on le met assis. Okay. Donc on s'assoit au sol, on passe les épaules et ensuite on met la ventrale. Et après, on se tourne d'une certaine façon pour pouvoir se relever sans être emporté par le poids de son sac et en évitant de forcer sur le dos. D'où la position un peu PLS, je me demandais pourquoi. D'où la position où il essaye de se retourner et que le sac est un peu lourd pour lui. Donc okay. Proportionnellement, il n'arrive pas à se lever, il est un petit peu la tortue sur le dos et il s'en sort pas. Ok, donc là Jérôme, juste pour comprendre un peu mieux, parce que comme tu fais beaucoup de choses, pour aussi que les spectateurs comprennent, si je résume, donc tu es parti donc, dans une école militaire, d'accord. Ensuite, je suppose que tu as fait ton service militaire, c'est ça? Alors moi, je suis arrivé juste à la période où c'était la fin du service militaire et le début de la professionnalisation. Donc quand moi j'ai été formé, j'étais professionnel et c'était mon choix. Ouais. Et les premiers soldats que j'ai eus, c'était ceux qui étaient les derniers à être des appelés. Et donc les premiers groupes que j'ai eus, c'était des gens qui étaient plus âgés que moi, de 4-5 ans, okay. Et qui avaient essayé de passer à travers les mailles du filet, mais qui avaient été rappelés pour être les derniers. Donc c'était assez intéressant comme expérience. Ok, et donc après ça, si tu peux expliquer un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a déjà réellement donné envie? Parce que tu as fait, je pense, tes classes, non? Ça fonctionne comment, si tu peux expliquer il y avait des tests de sélection pour pouvoir rentrer dans une unité qui était un petit peu particulière. C'était une école qui formait que les spécialistes pour pouvoir devenir chasseur alpin. Donc c'était une école qui se passait à Chamonix, ça s'appelle l'école militaire de haute montagne. Ouais. Et donc le but, c'était de pouvoir nous former à la fois en été, en hiver, en déplacement, en combat, tout ça, dans le milieu montagnard, vraiment maîtriser ce domaine-là pour ensuite aller servir un des 3 bataillons de chasseurs alpins qui existent encore. Donc c'était 14 mois de formation et c'était assez intense. Et on était, je crois qu'on était 28 au début de la formation et on n'était qu'une vingtaine à la fin. Donc okay. On avait été sélectionné parmi 300 et quelques candidats pour pouvoir faire partie du truc. Et Jérôme, à quoi? Parce que moi on me dit chasseur alpin, alors je m'imagine tout et n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Concrètement, tu peux être amené à faire quoi? C'est quoi déjà une journée type? Alors, le chasseur alpin, ça va être le militaire qui va être capable de faire toutes les missions que les autres régiments sont capables de faire. Et en plus d'avoir cette partie, d'être capable de se déplacer, de stationner, de vivre en milieu montagnard, alors que ce soit bien l'été ou l'hiver, et qui va être aussi capable d'aller dans des milieux extrêmes. Moi j'ai eu la chance de partir en Norvège dans le cercle polaire pour aller m'entraîner avec les forces norvégiennes. Donc on a passé à peu près 1 mois et quelques sur place. Alors eux ils ont du matériel très spécifique, donc c'était très sympa de pouvoir leur emprunter leur matériel et de pouvoir découvrir eux leur façon d'appréhender le milieu hivernal. Parce qu'il y a encore une différence entre se retrouver entre guillemets sur la banquise ou se retrouver en haute montagne. C'est pas les mêmes, c'est toujours du froid mais c'est pas tout à fait le même. Donc c'était très intéressant de pouvoir faire des formations avec eux. Donc on a passé à peu près 1 mois en dynamique avec eux, à s'affronter, à faire des petits challenges, à faire ce genre d'activité. Et est-ce que là-bas, pendant ce stage qui devait être incroyable, parce que Norvège, ça doit être quelque chose, c'est quoi le souvenir le plus marquant que tu as en tête? Ce qui m'a fait sourire souvent, c'est les petites anecdotes. C'est les collègues qui commencent à sourire un petit peu en voyant les Norvégiens arriver avec des skis en bois. Ouais. En se disant, nous on a des skis quand même, des Dynastar, des trucs qui vont bien. Et aussi de voir sur leur sac à dos quand ils partent bivouaquer des peaux de renne. Donc on voit ça, on ne comprend pas trop, on se dit bon c'est un petit peu bizarre. Mais à la pratique, effectivement, eux ils utilisent la peau de renne comme nous on utiliserait un tapis de sol. Parce que c'est ce qui va être le meilleur isolant pour pouvoir dormir sereinement sur la neige. Et quand on les a vus avec leurs skis en bois, on s'est dit mais quand même les gars, faut un petit peu évoluer. Ils disent non mais il n'y a pas de problème. Sauf que là où on allait, sur la zone de banquise qui était un petit peu d'entraînement, en fait il n'y a rien. Et ils disaient si vous avez froid, vos skis en plastique ou en alu ou quoi que ce soit, ça ne va pas trop marcher pour allumer un feu. Tandis que nous, à la limite, on va sacrifier 1 ou 2 paires de skis et puis on aura chaud.
Et donc c'était très rigolo de voir d'être capable d'être une armée moderne, mais en même temps garder ses savoir-faire ancestraux où il n'y a pas mieux à faire, quoi. Ouais, Donc la peau de bête et puis le bois, pour eux, c'est quelque chose de traditionnel. Et ça marche. Et la peau de bête, ce n'est pas humide avec Non, pas du tout. C'est un froid qui est très sec. Donc après, ils ont une façon de traiter la peau et puis de l'utiliser et de l'entretenir. Donc, Bon, top. Et donc après tout ça, qu'est-ce que... Parce que tu as fait ensuite, c'est juste après les forces spéciales ou entre deux? Non, il y a eu encore quelques années entre deux parce que j'ai fait pas mal d'années. Donc j'ai fait 8 ans chez les chasseurs alpins à proprement parler, où j'ai monté aussi avec différentes spécialités, que ce soit du tir à longue distance, que ce soit du missile anti-char, du combat en zone urbaine, ce genre d'activité. Après les chasseurs alpins, comme c'est des soldats professionnels, j'ai été aussi projeté en Côte d'Ivoire, donc même si on est spécialiste montagne, on est quand même capable d'aller faire des missions dans des milieux, effectivement, avec un côté un peu équatorial, un peu plus chaud. Oui, là tu prends pas tes skis. Non, là on ne prend pas les skis, mais on peut prendre quelquefois un petit peu de matériel pour faire un petit peu d'escalade, travailler des nœuds, descendre en rappel, ce genre de choses, parce qu'il y a toujours des bâtiments, il y a toujours des choses à faire. Dans l'armée, il y a un temps de commandement pour certains, donc quand on a passé notre temps, en fait, faut qu'on laisse la place aux autres. Ouais. Et quand on m'a dit, écoute, c'est bien, tu as fait ce qu'il fallait et puis tu as bien cartonné, avec l'unité, on avait réussi à gagner un challenge. En fait, tous les ans, il y a une évaluation pour savoir si on est projetable, si on est prêt à partir. Et on avait fait un très bon score, ce qui nous avait permis de pouvoir partir en formation. On a été formés directement, les Saoudiens, sur place, pareil, pendant 1 mois. Donc on s'est retrouvés en plein désert en train de former les Saoudiens. Et puis après ça, quand on m'a dit, voilà, maintenant tu vas laisser ta place, c'est là où j'ai passé les tests, parce que c'est sur une demande, c'est un volontariat, pour pouvoir entrer chez les forces spéciales. Alors, une question qu'on se pose, enfin beaucoup de personnes se posent, moi le premier, je t'avoue. Est-ce qu'en tant que chasseur alpin ou dans les unités de reconnaissance, tu as eu l'occasion du coup de partir vraiment au front, ou tu as été envoyé en mission de guerre, quoi, je sais pas si on peut appeler ça. Alors, on ne parle pas trop de missions de guerre, mais effectivement, on a des opérations extérieures. Okay. Souvent, on dit OPEX. Donc oui, effectivement, je suis parti régulièrement. Alors, beaucoup de préparation, quelques missions, à la fois chez les chasseurs alpins, à la fois avec l'unité de reconnaissance, pour pouvoir justement aller intervenir, alors que ce soit en Centrafrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les Balkans. Donc je suis parti plusieurs fois avec ces unités-là. Et c'est quoi la durée de temps la plus longue que tu es passée sans rentrer chez toi? J'ai pas trop à me plaindre, moi je crois que j'ai fait 6 mois. Quand même. Je pensais que tu allais dire non. Mois, 6 mois, c'est beaucoup. Non, il y a d'autres armées qui sont plus longtemps que nous, qui peuvent être vraiment longs, et effectivement je pense que c'est très dur psychologiquement. Ouais. Mais en général j'ai fait des missions entre 4 mois et 6 mois. Okay. J'ai pas fait plus. D'accord, ok. Alors pareil, on peut le dire, donc tu as 2 enfants, et à cette période-là, ils avaient quel âge? Est-ce que des fois, enfin la question c'est, est-ce que des fois tu pas regretté, mais voilà, tu penses à eux, et quand tu revenais d'opération, tu avais vraiment cette sensation d'avoir raté une période je pense pas avoir raté. Alors c'est une période un petit peu particulière, parce qu'effectivement mes enfants étaient petits. Maintenant, ils m'en parlent en disant, effectivement, on a l'impression que tu nous as manqué. Bon, ils étaient petits, et ça avait été un choix avec leur maman de dire, voilà, la maman va rester en France, s'occuper des enfants pendant que moi je pars un petit peu en mission pour pouvoir gagner un petit peu les sous de la famille. C'était un commun accord. Maintenant, effectivement, il y a des choses que j'ai pas été présent pour vraiment leur petite enfance. Donc, il y a les vidéos, il y avait quand même une bonne mise en place de tout ce qui était réseaux sociaux, donc ça permettait quand même de garder des liens, mais ça reste encore de la distance. Ouais, voilà. Et quelque chose aussi qui est très particulier, c'est que d'un côté, les familles qui restent en France doivent continuer leur quotidien sans le papa ou sans la maman, suivant s'ils sont militaires. Donc ils prennent leur rythme, ils prennent leur marque. Et puis le papa ou la maman qui est en mission, elle aussi, elle a un gros travail à faire. Elle est très sollicitée 24 heures sur 24, donc où il est à fond dans le boulot. Et quand on est occupé, en fait, donc on pense à la famille, on les appelle de temps en temps, ça se passe bien, tout va bien. Quand il se passe quelque chose, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et puis après, quand on revient de mission, il faut à la fois se réapprivoiser les uns les autres. Ouais. Donc que le papa ou la maman qui était parti retrouve sa place dans la famille. Et en même temps, la famille qui a tourné pendant 4-6 mois toute seule, elle doit réintégrer un nouveau membre. Donc, aussi, parce que
forcément, ça instaure un cadre différent. Voilà, donc la vie a continué pendant ce temps-là. Il ne faut pas croire que la vie s'est arrêtée au moment où on est monté dans l'avion et on revient, ça va être pareil. Non, ça évolue, surtout avec des enfants en bas âge. Donc, ouais, c'est une nouvelle aventure quand on rentre. Ouais, j'imagine. Ok. Non, c'était intense. C'était Ouais. intense. Bon, ça marche. Donc du coup, Jérôme, dernière étape, je crois, si je ne m'abuse, de parcours militaire, force spéciale. Quelle est la différence entre force spéciale et ce que tu as pu faire auparavant? Dans la définition, je dirais que c'est des gens qui sont très motivés déjà dans un premier temps, parce que pour pouvoir y être et y rester, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Mais proportionnellement, en leur donnant des moyens et leurs possibilités, après on attend beaucoup de résultats. Donc on est encore plus exigeant avec eux en termes de résultats. Donc parfois on ne nous demande pas trop comment on va réussir à faire les choses, mais on va nous attendre en bas de l'addition pour savoir si on a vraiment fait ce qu'on a dit. Ok. Et donc là, la photo donc, qui s'affiche ici, tu peux expliquer un peu le contexte? C'était où? Alors c'est une photo d'un camarade qu'il a fait un petit peu caché, pas trop caché. C'était pendant un exercice, c'est pas du tout en mission. C'était des exercices d'hélitroyage, d'hélicordage, de tout ce genre de choses qui sont faites de nuit. Donc on est avec une équipe là et on est largué suivant différents moyens. Et c'est toujours au dernier moment où on nous dit vous allez descendre en rappel, vous allez descendre sur la corde lisse, vous allez être récupéré en grappe, vous allez faire ces différentes choses. Et on a passé des heures et des heures à refaire la manœuvre pour que ça soit plus rapide, pour que ça soit plus efficace, qu'on soit à l'aise de jour comme de nuit, avec la fatigue, avec le poids des sacs, avec tout. Donc c'est là où ça demande beaucoup d'investissement et on ne s'arrête pas quand on est fatigué, on s'arrête quand c'est bien fait. Et c'est là où les gens ne comprennent pas trop la différence. Ouais, je comprends. Et quoi, l'exercice, c'était quoi? Donc tu as l'hélico et tu devais descendre, c'est ça? Alors c'est un hélicoptère, tout ce qui est utilisé en opération, donc c'est un vrai hélico qui vient, qui nous emmène, qui nous dépose à un endroit, qui vient nous récupérer, et au fur et à mesure on apprend la formation en nous disant non, finalement vous n'allez pas pouvoir être récupéré de telle façon, il va falloir mettre tel autre dispositif en place pour être récupéré. On a 3, 5 minutes, 10 minutes pour pouvoir se préparer, être prêt à signaler notre position avec toute la procédure qui va avec et de pouvoir être élitroyé. Donc là, il a pris une petite photo à travers son système de vision nocturne avec son téléphone portable qu'on n'a pas le droit d'avoir avec nous. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu, elle me fait plaisir cette petite photo là. Et c'était vraiment une nuit, je me souviens, qui était très longue parce qu'on avait commencé genre en début d'après-midi et on a fini presque le lendemain matin au lever du soleil. Donc ça a été long. Ah oui. Et donc tu étais parachutiste, c'est ça Et donc effectivement, pour pouvoir faire partie des parachutistes, pour pouvoir faire partie des forces spéciales, j'ai été passer mon brevet de parachutiste juste avant parce que la plupart des missions, on est largué pour pouvoir s'infiltrer et faire le travail. Du bonheur, ça, je pense quand même. Hein. Moi, j'ai fait une fois un saut, alors je me doute c'est pas pareil, mais j'ai fait une fois un saut en parachute, j'ai adoré. Après, par contre, je me doute qu'il y a beaucoup d'autres choses à savoir. Alors c'est très différent, c'est très différent parce que le saut effectivement dans le civil, avec une voile rectangulaire où on peut se poser, on arrondit, on freine, ça se passe bien. Le parachutisme militaire principalement, je parle beaucoup des voiles rondes, on voit souvent qui ressemblent un petit peu à des champignons. Bon là on dirige pas grand chose. Et pourquoi d'ailleurs du coup vous avez des voiles rondes et pas rectangulaires? C'est quoi la différence? Pourquoi vous avez ça? Alors certaines unités ont des voiles rectangulaires pour pouvoir se poser de façon très précise. Ça c'est encore un niveau au-dessus, c'est une spécialité à part entière, c'est des gens qui ont encore plus de formation au niveau parachutiste. Mais l'essentiel en fait, comme on est largué très bas, on n'a pas trop le temps de commander, de vider tout ça. Quand on saute dans le civil, on saute à peu près à 4000 mètres. Là, pour les parachutistes de l'armée de terre, de l'armée, on saute environ à 300 mètres. Quelquefois, avec les forces spéciales, on saute un petit peu en dessous. Parce que le but, c'est que quand l'avion passe, le cône du son qu'il va faire, moins on l'entend de loin et moins on peut intervenir. Donc il passe très bas, entre un petit peu moins de 300 mètres, peut-être 250 mètres quelquefois. Donc le parachute rond suffit, il n'y a pas besoin de diriger. En fait, on dirige juste quelle épaule, entre guillemets, on va aller faire le roulé-boulé au sol quand on arrive. D'accord, ok. Ça se limite à ça. Ok, ça marche. Donc il n'y a pas longtemps, tu m'as expliqué aussi qu'actuellement, tu formes en Afrique, si j'ai bien compris.
pour chasser les hyènes. Alors j'ai pas... Enfin, tu vas expliquer, ok? Mais voilà, est-ce que tu peux déjà commencer par le commencement? Comment ça t'est venu aussi ce poste-là, cette mission, cette formation de chasseur de hyènes, entre guillemets? Alors j'ai pas chassé la hyène, hein, Ouais. je leur veux rien de mal, elles sont dans leur environnement, il n'y a aucun souci. On a monté notre campement, on a essayé de se mettre dans une zone où on n'aurait pas de problème. Alors on n'est pas très loin d'un fleuve. Le fleuve, effectivement, il y a des crocodiles, il y a également des hippopotames, donc on évite de se rapprocher d'eux parce qu'eux, ils ne font pas de détails. Et parallèlement, pour pouvoir avoir quand même de la nourriture fraîche pour les gardes qui étaient là, on avait pris des poulets. Donc les poulets et un mouton ou un bélier. Et la journée, on laissait les poulets se balader pour pouvoir picorer, pour pouvoir se nourrir, parce qu'on restait 5 jours dans la brousse. Et le soir, on les attrapait, on les remettait dans une cage pour la nuit, pour être sûr qu'ils ne partent pas. Pas trop dur à attraper un poulet, non, ça va? Eh ben, c'est un petit peu le sport. Dans Rocky, c'est une épreuve, hein. Je sais pas si tu te souviens de cette scène, mais... Effectivement, c'est un petit sport, donc le soir, ils s'amusent à les attraper. Okay. Mais cette nourriture fraîche, voilà, forcément, ça commence à attirer un petit peu tous les carnivores du coin, donc principalement nos amis les hyènes qui, de nuit, venaient se rapprocher du camp pour pouvoir essayer de venir piquer les poulets. Et donc on leur disait, bon, bien faire attention. Donc la journée, il fallait récolter suffisamment de bois pour pouvoir faire un feu suffisamment conséquent, pour que les flammes repoussent les prédateurs sans qu'on ait de problème. Et une nuit, dans ma moustiquaire, d'un seul coup, je me rends compte que le feu, en fait, c'est plus que des petites braises, donc c'est plus suffisamment dissuasif. Et donc je sors et je vais voir le garde qui était normalement en train de surveiller tout ça. Et il dit non, mais c'est bon, j'entends la hyène, elle est pas trop loin, elle est dans ce coin-là. Je dis mais tu sais aussi bien que moi que la hyène là qui est en train d'aboyer, c'est juste pour attirer ton attention. Les autres sont en train de faire le tour du camp par l'autre côté. Ah oui, c'est malin. C'est très malin, c'est très malin. Et puis une hyène, c'est quand même assez costaud. Ça fait à peu près 80 kg, ça fait à peu près 1 mètre. Ouais, et 1 mètre au garrot, donc c'est quand même une belle bête. Ouais. Ça va pas forcément venir s'en prendre à un humain, à part s'il est isolé. J'ai pas trop de détails sur ça. Mais rentrer dans le campement pour venir chipper, ouais, il n'y a pas de problème. Donc ça fait un son très particulier. Donc la nuit, on l'entend la hyène appeler. Et puis, malheureusement, mon garde, là, non seulement n'avait pas le feu, il avait juste une petite lampe pas très puissante. Et quand il a commencé à regarder, je lui ai dit regarde bien dans ton dos, à mon avis, elles sont en train de s'approcher. Donc il regarde avec sa petite lampe et malheureusement, elle n'est pas suffisamment puissante pour voir très loin, il doit voir une vingtaine de mètres. Mais moi, j'ai une lampe un peu plus puissante et quand moi j'allume ma lampe un peu plus puissante, effectivement, on voit tous les yeux qui sont en train de se rapprocher de nuit. Et effectivement, elles étaient beaucoup plus proches que ce que lui pensait. Donc de nuit, on a commencé à aller rechercher du bois, alors, chose que j'aime pas trop parce que forcément, c'est pas le plus facile. Mais les nuits suivantes, la leçon a été quand même bien comprise en se disant voilà, on va faire un bon stock de bois et puis au moins la nuit on ne sera pas obligé de repartir tout seul pour essayer de rallumer le feu. Et c'est jamais arrivé qu'elles mangent Elles ont pas. Alors non, on a réussi à protéger nos poulets et on parle souvent de la hyène qui rit. En fait, quand on l'entend rire, souvent c'est parce qu'elle a déjà attrapé quelque chose et entre guillemets elle donne le signal aux autres en disant j'ai un truc. Bon, on vous met là le son, on va rajouter le son d'une hyène en train de crier, je sais pas comment on dit. De rire, ouais. Donc c'était la petite anecdote de la hyène. Ok. Et du coup aussi, Jérôme, une question, c'est que bon, est-ce que toi ou des fois des camarades aussi, tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure, des syndromes post-traumatiques, ou est-ce que tu as eu des chocs aussi ou des anecdotes chocs qui a pu laisser des marques? Ouais, alors c'était une mission qui se passait dans un pays d'Afrique et les exactions que j'ai pu voir, les actions de combat, la violence qu'on a pu être témoin entre les différents partis sur place, ça m'a choqué parce que ça a été fait aussi avec par exemple des enfants soldats aussi et à l'époque mes enfants avaient à peu près pas tout à fait le même âge que ces enfants-là. Et de se dire, mince, si à un moment je dois choisir, je me rends compte quand même que ça reste des enfants et qu'on les a poussés là devant. J'ai eu des frissons. Le fait d'avoir un enfant en plus, je m'imagine pas. C'est très compliqué et de se dire, voilà, effectivement, on a beau quand même être endurci, il y a des situations où on n'est pas prêt pour. Ouais. Mais c'est déjà merci de l'avoir partagé. C'est bien si pour les gens qui nous regardent, peut-être des militaires, des personnes qui souhaitent s'engager dans l'armée, il faut aussi dire les choses. Il
il y a des très bons côtés, il y a des choses qui peuvent être choquantes, donc forcément, bon, il y a des bons côtés. Oui, oui, il y a la camaraderie, il y a l'aventure, il y a la découverte de nouveaux pays, il y a vraiment un côté exaltant. Maintenant, oui, effectivement, il y a un revers à la pièce. Et moi, j'étais peut-être dans une période qui n'était pas la meilleure. Et à ce moment-là, effectivement, c'est venu me toucher et j'étais plus capable trop de gérer mes émotions et c'était trop compliqué. Donc, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Et puis, on a du mal dans un premier temps à se dire ça va pas et de dire voilà, moi je vais passer la main parce que ça fait peut-être 10 ans que je suis en avant sur toutes les activités, sur toutes les projections ou quoi que ce soit, mais là ça va plus parce que je me sens plus bien et puis ça a des répercussions sur mon entourage. Ouais, ce que j'allais dire pour toi comme pour le groupe aussi. Et quels conseils tu pourrais donner s'il y a des militaires ou autres qui nous regardent ou pour anticiper les challenges qu'ils pourraient avoir psychologiques, quels conseils tu pourrais donner alors c'est très compliqué parce que c'est vraiment le ressenti de chacun, mais effectivement, donc parler c'est quelque chose d'important. Il faut réussir à trouver quand même la personne prête à vous écouter parce que malheureusement, avec toute la bonne volonté que j'ai pu rencontrer, j'ai rencontré certains psys qui ont voulu m'aider mais qui n'étaient pas complètement prêts à recevoir ce que moi j'avais pu vivre. Donc c'est plus embêtant quand on est presque en train de consoler le thérapeute que d'avoir un coup de main. Donc ça arrive, hein, malheureusement, c'est humain. Mais ouais, discuter. Après, il y a toujours des façons différentes d'exprimer les choses. Non, c'est de l'entourage qui m'a aidé et qui m'a permis de pouvoir redresser la barre. Et j'ai eu la chance, c'est que tout de suite, je me suis rendu compte que ça allait pas très bien. J'ai pensé beaucoup à mes enfants en me disant qu'ils avaient un papa, ils comptaient dessus et il fallait que je fasse tout pour pouvoir leur retrouver leur papa qui était parti en mission et qu'il fallait que ça se termine cette mission et que ça puisse être à nouveau présent pour pouvoir les accompagner et puis qu'ils puissent grandir avec mes défauts mais aussi avec ma présence vraiment pour pouvoir être à leur écoute. Ok. Du coup, donc Jérôme aussi, là tu es pompier, si je résume. Thérapeute, donc tu fais, c'est quoi de l'hypnose ericksonienne? Oui, principalement, oui. Principalement, puis beaucoup PNL, parce que tu as passé les diplômes de PNL. Et survie, donc moi c'est surtout dans ce domaine-là que je te connais, et c'est pour ça qu'on est là aussi, survie. Je pense que vous avez vu, la plupart d'entre vous, qu'il y avait un sac ici, donc on va le voir juste après. Si juste, Jérôme, tu peux m'expliquer d'où ça t'est venu, ce côté aussi pédagogie en forêt, survie, etc. Et qu'est-ce que tu proposes concrètement? Et après, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit jeu. T'es OK? Ouais, pas de problème. Okay. Donc, ça m'est venu, j'ai commencé chez les scouts parce que mon grand-père et ma mère aussi faisaient partie des scouts. Donc, j'ai commencé chez les scouts il y a quelques années. Ensuite, me débrouiller dans les bois au cours de ma carrière, notamment chez les chasseurs alpins ou dans les autres unités, j'ai appris plein de petites choses. J'ai eu la chance d'aller m'éprouver dans différents domaines, aussi bien donc, dans le cercle polaire qu'en désert. Et ça m'a donné envie de pouvoir partager tout ça parce que j'aime beaucoup voyager avec mon sac à dos et découvrir les différentes personnes. Et voilà, j'avais toujours ce côté bricole et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui se mettaient en galère tout seuls. Et j'ai commencé à me dire, tiens, c'est dommage parce qu'ils profiteraient un petit peu plus en ayant des petites astuces, des petits trucs. Et j'ai découvert un personnage, vraiment une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de sympathie et qui a pris le temps de m'enseigner un petit peu ce côté pédagogique et ses petites astuces à lui qu'il avait beaucoup plus travaillé. Et j'ai continué à suivre l'aventure avec lui, donc c'est David Maniz. Et le but c'était de pouvoir devenir moniteur au sein de son école de formation. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est arrivé en plusieurs années, le temps d'acquérir vraiment tous les savoir-faire pour pouvoir répondre au maximum aux questions. Ouais. Et puis depuis maintenant 2 ans à proprement parler, non pas tout à fait, je fais mes propres stages toujours sous le nom de David Maniz et le 7 pour pouvoir enseigner aux gens comment se débrouiller dans la nature avec un minimum dans son sac à dos et pour pouvoir partir faire plein d'aventures géniales avec le maximum de sécurité. Ok, bah écoute, alors avant le jeu justement, ce que je te propose, c'est que là il y a le sac. Juste si tu peux nous montrer en fait comment organiser son sac. Déjà, quel poids il fait ton sac à peu près? Alors je sais pas, il doit peut-être faire peut-être un peu moins d'une dizaine de kilos. Ok. Là c'est un sac que j'utilise assez régulièrement. Je vais avoir principalement, donc c'est un sac qui va être étanche pour être sûr et certain que quelles que soient les conditions, je ne vais pas avoir de problème d'affaires mouiller l'intérieur.
Donc dedans, je vais souvent avoir devant une espèce de grande poche. Ça va être toute la partie vraiment secours, premier secours, des choses qui doivent être rapides d'accès. Ça va être pour la bobologie, La bobologie. Ouais, C'est mignon, ça, la bobologie. les petites blessures, de quoi se signaler, le matériel vraiment d'urgence qui va être devant, facilement accessible. Qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? Au-dessus, je vais avoir principalement le petit matériel dont je vais avoir besoin pour pouvoir peut-être m'orienter. Donc je vais peut-être avoir facilement d'accès ma boussole. Je vais peut-être avoir également la carte du secteur où je suis. Et après, je vais avoir peut-être des petits outils là pour pouvoir manger, pour pouvoir allumer le feu, pour pouvoir avoir... ouais. Parlons, tiens, pour allumer un feu, tu conseilles quoi? Imaginons, là on doit allumer un feu, c'est question de vie ou de mort pour se réchauffer, et on n'a pas de briquet. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, si c'est vraiment action de vie ou de mort, parce qu'effectivement, et là c'est très sec et il faut vraiment faire attention avec la réglementation sur les feux en France. Mais moi j'utilise régulièrement un Fire Stick. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses là, il y en a différents modèles. Ça va nous permettre d'avoir une étincelle qui va pouvoir être un élément pour pouvoir démarrer le feu. Et effectivement avec un petit peu d'allume-feu pour pouvoir commencer le feu et avoir un minimum de temps. L'avantage de ce matériel-là par rapport à un briquet, c'est que même s'il tombe dans l'eau, même s'il est un petit peu abîmé, il va toujours fonctionner. Le briquet, si on a malheureusement on n'a plus de gaz, si on n'a plus ce genre de choses, ça va nous poser plus de problèmes. Ouais. Après, ce qui va être tout ce qui est feu par friction, percussion, ça va être à un autre niveau. Déjà avec ça, on va déjà se sortir de beaucoup de situations. Et ça coûte combien ça par exemple? Un modèle comme ça doit coûter, je sais pas moi, une dizaine, une quinzaine d'euros peut-être. C'est abordable là. Et si tu avais donc une chose à prendre pour passer une bonne nuit, tu choisirais quoi? Tapis de sol ou duvet? Le tapis de sol ou le duvet, ça va dépendre un petit peu de l'environnement. Je serais plus sur un duvet parce que le tapis de sol, en rassemblant suffisamment d'épaisseur de feuilles mortes ou d'herbes ou ce genre de choses, je vais pouvoir me faire un matelas quand même suffisamment confortable pour pouvoir passer la nuit. Par contre, ma régulation thermique, ça va vraiment être vital parce qu'en 3 heures avec une hypothermie, bah, malheureusement je vais mourir. Sans duvet, ta chaleur elle part en fait, elle reste pas. Donc j'ai privilégié le sac le tapis, le duvet. Ok. Jérôme, là on t'a mis donc 16 objets, on commence par le premier. Le sandwich Sodebo, le fameux sandwich triangle. Donc tu vois, c'est soit vital, important, on peut s'en passer, inutile ou on n'est pas à l'hôtel. En s'imaginant, je te mets le contexte que là on part en survie pendant une semaine dans un milieu hostile. Ok, bah, le sandwich ça reste de la nourriture, donc ça reste important, même si on va pouvoir s'en passer quand même quelques jours. C'est pas forcément ce type de nourriture là que j'aurais pris, mais ça reste de la nourriture, donc ouais, on va dire important. Important, ok. Mais tu conseilles de le manger tout de suite, je pense. Oui, parce que sinon il va vite périmer et je vais être plus malade qu'autre chose. Ok. Alors ensuite on a ici une boussole. Alors boussole, oui, pour moi ça serait vital. Vital. Ok. Ouais. Et si on n'a pas de boussole, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors il y a différentes méthodes pour pouvoir un petit peu s'orienter. Effectivement, il va y avoir la course du soleil qui va être utile, il va y avoir aussi la nuit éventuellement les étoiles. Il peut y avoir aussi un petit peu la végétation qui va nous permettre de nous dire tiens effectivement si je suis le cours d'une rivière ou ce genre de choses, je vais pouvoir retrouver plus facilement la civilisation. Voilà, il y a quand même pas mal d'outils en plus de la boussole pour pouvoir s'orienter. D'accord, ok. Alors ensuite on a un rasoir. Alors le rasoir, je dirais on n'est pas à l'hôtel parce qu'il y a plus de chances que, quoi que ça reste une lame, si on peut la détourner on pourra toujours l'utiliser, mais je vais quand même le mettre dans on n'est pas à l'hôtel, parce qu'il y a surtout un risque quand on va l'utiliser de malheureusement quelquefois se couper et là avoir peut-être un problème après qu'il va falloir gérer en plus. L'infection, par exemple milieu tropical ou autre, tu peux exactement, avec une infection, avec tout ce genre de soucis. Ok. On a ici, donc je sais pas comment ça s'appelle, pour filtrer l'eau. Ouais, une gourde filtrante. Une gourde filtrante, tu le mettrais où ça alors? Ah, je vais le mettre dans Vital aussi parce que sans eau on va pas aller très loin, on va vite se déshydrater, ça va pas être terrible. D'accord, ok. Alors ensuite, une scie. Ça va être important parce que ça va nous permettre de pouvoir quand même découper notre bois. Maintenant, quand on sait bien utiliser un vrai couteau de camp, on va pouvoir s'en passer, mais c'est quand même pratique, donc ouais, important. Important. Alors, ensuite, on a des élastiques en caoutchouc. Les élastiques en caoutchouc, on va peut-être pouvoir les utiliser pour pouvoir démarrer un feu, puisque ça reste du plastique, une base de pétrole, donc ça va peut-être nous permettre de pouvoir démarrer un feu. Pourquoi pas, on va le mettre dans
Ouais, on peut s'en passer, mais bon, ça pourra être Ça peut utilisé. être utile, mais ouais, c'est pas non plus un briquet. Un briquet, ça va être important. Effectivement, si on est un petit peu fatigué ou qu'on est blessé, pour pouvoir démarrer un feu, ça va être quand même beaucoup plus facile avec un briquet que d'essayer de frotter deux morceaux de bois ensemble. Ensuite, une canne à pêche. La canne à pêche, C'est l'idée de Nico, il m'a dit mais une canne à pêche. c'est pratique la canne à pêche. Maintenant, il faut avoir les hameçons et il faut avoir une rivière. Donc est-ce que tu prendrais sur toi une canne à pêche ou tu en fabriquerais une s'il y a du poisson? je pense que je garderai le fil et les hameçons. Après, le reste, je me débrouillerai pour pouvoir faire une canne plus facilement. Du coup, tu le mettrais où? Dans inutile Non, on peut s'en passer. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Ok. Bon, là, je pense connaître la réponse. Le fameux couteau. Ah, je pense que c'est assez vital. Quoique bientôt, je vais faire un stage avec un camarade qui est spécialiste dans toutes les techniques primitives et qui va nous montrer un petit peu comment on peut récupérer des éclats de silex pour pouvoir se faire des lames. Donc j'ai hâte de pouvoir travailler avec lui et franchement, je suis sûr que je vais apprendre encore plein de choses. D'accord, ok. Ensuite, on a c'est une batterie solaire. Une batterie solaire, si on n'a pas de moyens de communication type GPS ou ce genre de choses, ça va me faire du poids pour pas grand chose. Si vraiment, il faudrait que ça soit du matériel qui soit associé, alors avec un GPS, avec un téléphone, avec un moyen peut-être. D'accord. Okay. Donc on peut s'en passer. D'accord. Ensuite, le duvet, le sac de couchage, quoi. Ah, le duvet, ça reste important. Ouais. Ça reste important parce que quand on va l'avoir, ça va nous protéger du froid, donc ça va nous éviter de mourir. Donc c'est pas mal, on essaie de mourir moins souvent, comme dit David Manise. Après, ça va être donc important. Important, ouais, d'accord. Et ça va nous permettre de pouvoir aussi d'être reposé, donc d'avoir les idées plus claires et de faire surtout moins de bêtises le lendemain et de moins se mettre en danger. D'accord. Ensuite, on a une tente et pas n'importe laquelle, la tente Quechua 2 secondes, la plus vendue en France. Je ne sais pas si tu es au courant, c'est la plus vendue en France. Eh ben, c'est un très bon produit, c'est très bien, pas de souci. Maintenant, moi je la trouve pas utile, je préfère quelque chose de plus léger parce que malheureusement ça va être un petit peu trop lourd pour mon sac. Ah, tu ressembles à une tortue ninja avec ça, c'est très gros en final. C'est volumineux gros, mais c'est pratique et je pense qu'effectivement c'est un bon outil, c'est quelque chose qui a vraiment permis à accéder à beaucoup de personnes plus facilement au camping, donc je trouve ça cool. Maintenant moi je la prendrai pas parce que je préfère quelque chose d'un petit peu plus léger pour pouvoir partir avec mon sac à dos. Type hamac Type hamac, type bâche. En pente, ou de toute façon tu es obligé d'avoir un sol plutôt. Enfin voilà, tu peux pas le poser. C'est préférable, oui, c'est préférable. Donc on le met où alors? Inutile, peut s'en passer ou... On peut s'en passer. On peut s'en passer. Ensuite, le fameux Pchit anti-moustique Marie-Rose. Ah. Ouais. Alors je comprends, hein, les moustiques, maintenant je sais pas ce que ça repousse vraiment comme moustique. Maintenant on a des moustiques qui sont de plus en plus résistants. Donc il faut peut-être quelque chose d'un petit peu plus puissant. Après. Je mettrai. Je peux m'en passer. Je pense que je vais m'en passer. Ok. Je pensais que tu allais me mettre, on n'est pas à l'hôtel. Tu vois. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Ensuite, un petit pansement. Là, le petit sparadrap, c'est quand même important parce que ça va éviter la surinfection et la blessure davantage. Donc le petit sparadrap, il va être important pour pouvoir soigner. Ok. Après, un petit shampoing pour ces petits cheveux qui restent bien soyeux. Alors ça, malheureusement, je pense qu'effectivement, on n'est pas à l'hôtel. On est d'accord. Parce que le peu d'eau que je vais avoir, je ne vais pas forcément l'utiliser pour pouvoir me la mettre sur la tête, je vais préférer la boire. Et si malheureusement mon odeur ressemble plus à celle du sanglier qu'au gentleman, ça va attendre. Et enfin, une trousse de premier secours. Ah, la trousse de premier secours, pour moi, elle va être importante. Elle va vraiment être importante. Pas vital. Après, c'est bien d'avoir l'outil, il faut savoir l'utiliser après. D'accord. Bon, mais elle va être importante, oui, pour pouvoir l'utiliser correctement. Ok. Bon bah top, ça te paraît. Il n'y a rien d'inutile, c'est ce qu'on remarque d'ailleurs, à part ces deux choses-là. Mais au final, on peut se rendre compte que tout a un intérêt et la chose à retenir, c'est qu'il faut apprendre à s'en servir aussi ou à le détourner. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant, c'est d'apprendre à utiliser correctement. C'est pas parce qu'on a un scalpel qu'on est chirurgien, c'est d'avoir des outils qu'on maîtrise, peut-être moins, et après de pouvoir utiliser en utilisant avec les savoir-faire transverses pour pouvoir les détourner et les utiliser autrement. Et Jérôme, alors j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure quand on a parlé du filtre à eau. C'est une légende ou j'en sais rien, mais il y a beaucoup de gens je vois, qui se posent aussi la question, je le vois dans les commentaires, je regarde beaucoup de vidéos de survie. T'as pas d'eau, mais tu as une envie pressante d'uriner. Est-ce bon ou pas de boire son urine?
Alors le souci c'est que ça va peut-être t'hydrater, mais alors il va falloir, sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il va falloir la boire très rapidement une fois que tu as uriné. Ouais. Donc si tu dépasses la demi-heure, c'est déjà trop tard, parce qu'après tu vas plus t'empoisonner qu'autre chose. D'accord, ok. Donc il va falloir la boire très rapidement, et c'est vraiment une situation d'extrême urgence. T'as goûté, t'as déjà essayé ou jamais? Alors T'as déjà essayé? non, j'ai eu la chance de toujours m'en sortir, donc je n'ai pas fait ce test-là. D'accord. Voilà, dans mon entourage, il y en a quelques-uns qui ont essayé. Bon, c'est des situations vraiment d'urgence ou des personnes qui ont perdu un pari. Bon, mais je peux comprendre. Maintenant, effectivement, au point de vue santé, il va falloir le boire très rapidement et il ne va pas falloir attendre qu'elle refroidisse ou quoi que ce soit pour, je sais pas, faire passer le goût. Faut pas rêver, hein, c'est pas bon. C'est pas bon, voilà. Donc ça se boit chaud tout de suite. Mais voilà, c'est des situations vraiment d'extrême urgence, quoi. Si on peut éviter, on évite. Okay. Ça m'est arrivé. Et de pouvoir à la fois, de différentes façons, à la fois protéger des personnes ou vraiment faire un geste qui sauve des personnes. Maintenant, par égard pour ces personnes-là, parce que c'est quand même pas évident, j'en parle pas beaucoup, parce que c'est pas mon but. Au même titre que quand je travaille avec les pompiers, je vais peut-être en discuter un petit peu avec eux, entre eux, en se disant tiens, bah, effectivement aujourd'hui sur cette action-là, on a été performant sur cette action-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Et souvent, c'est une question que je pose à mes équipiers en disant ok, on sort de l'action, on fait un petit débriefing, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Ça, c'est vraiment une grosse recherche. Donc oui, dans le cadre de l'armée, il m'est arrivé de sauver des camarades. Et après, voilà, c'est parce que j'étais au bon moment, au bon endroit. Et j'espère que si un jour il m'arrive un problème, à ce moment-là aussi, il y aura la bonne personne au bon moment pour pouvoir me filer un coup de main. Et il y a eu, si tu veux en parler, c'est rapide, tu m'avais expliqué aussi une anecdote rapide, c'était un de tes camarades, je crois, il avait un couteau à la main en voulant refermer une veste. Ouais, alors le souci c'est qu'on a fait un stage de survie et les personnes avaient été un petit peu éprouvées parce que la nuit avait été rude, mais c'était tout à fait dans le cadre du stage, ça correspondait exactement. Et le lendemain matin, donc effectivement, un petit peu embrouillé, la personne a voulu commencer à travailler avec son couteau. Et on dit bien que quand on utilise son couteau, dès qu'on a fini, on le repose, on le remet dans son étui correctement pour ne pas se blesser. Cette personne-là a commencé un petit peu à avoir froid, n'a pas reposé son couteau et a commencé à attraper sa fermeture éclair pour pouvoir la remonter, toujours en tenant son couteau. Donc il a commencé à remonter en direction de sa gorge et moi j'avais vu que cette personne-là déjà était un petit peu fatiguée. J'ai eu le temps juste de poser la main. Alors je ne sais pas si elle serait blessée gravement, mais c'est vrai que la lame est quand même passé très proche de la carotide. Du coup Jérôme, bon, déjà merci pour ton temps, c'était vraiment sympa, j'ai passé un bon moment. J'ai appris, en plus c'est bien, j'ai appris des choses que je connaissais pas sur toi, donc c'est hyper top. Donc pour le mot de la fin, est-ce que tu as un message à faire passer ou un conseil à donner, que ce soit dans ton parcours de vie ou dans ton statut de thérapeute, d'ex-militaire? Alors fixez-vous des grands objectifs et puis croyez en vous, parce que souvent il y a des personnes qui viendront vous dire c'est pas possible ou c'est trop dur. Ben, c'est leur vision du monde, c'est pas la vôtre. Si vous croyez en quelque chose, mais donnez tout et vous serez tellement beaucoup plus satisfait de votre vie que d'attendre les commentaires des autres. On peut voir que ça fonctionne puisque tu vis tes rêves, donc c'est énorme. Et petit point promotion aussi, donc actuellement tu es en train de lancer une chasse au trésor, enfin tu vas expliquer, un escape game, etc. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? J'ai monté un escape game et là il va se mettre en place d'ici le début mois de septembre, fin septembre peut-être, avec Chiloé, et ça va permettre de pouvoir se replonger pendant 48 heures dans la vie d'un jeune résistant et découvrir un petit peu quelles ont été les différentes étapes et des petits savoir-faire et se rendre compte que ces gens-là, ils avaient 16, 17 ans, 20 ans, et ils se sont investis, ils ont cru en la liberté et puis ils ont tout fait pour pouvoir la retrouver. Et voilà, c'est un petit peu immersif, c'est un petit peu éprouvant, mais je pense que c'est une aventure vraiment, vraiment cool à faire. Et donc c'est en extérieur, hein, si tu peux. C'est en extérieur, c'est Toulouse du coup. Ouais, exactement. C'est dans l'endroit un petit peu où on est actuellement, et effectivement c'est en pleine nature. Et ouais, il y a plein de petits éléments, plein de petits soubresauts dans l'activité. Il y a un beau scénario qui est assez sympa à faire et qui est basé sur pas mal de faits réels qui sont passés dans la région. Donc ça rejoint un petit peu l'histoire, ça rejoint un petit peu l'imaginaire, ça dépasse, ça fait aussi un petit peu sur le dépassement de soi-même. Donc c'est cool, et puis c'est un travail aussi, un jeu collectif. Donc moi j'aime bien ça. Ok, en tout cas je serai un de tes premiers clients, ça c'est sûr. Avec plaisir. Avec des potes le faire. Donc ce sera sur un site, quelque chose qu'on met en description.
vous pouvez juste cliquer dessus et retomber sur la proposition. Puis ça, puis les stages aussi de survie en même Les temps. stages de survie que je vous conseille à 200%, pour le coup, ouais, je peux témoigner, c'est vraiment extraordinaire. Encore une fois, la vidéo s'affiche ici, vous pouvez cliquer dessus, regarder, on a vécu vraiment deux belles journées. Ça vaut le coup de le vivre, c'est vraiment sympa. Cool, très bon maître, comment on pourrait appeler ça, juste un moniteur, j'accompagne. Moniteur, t'es très humble, mais c'est maître pas... de la survie, moi je dirais quand même. Non, c'est pas moi qui ai inventé le truc, c'est juste des petits savoir-faire qui m'ont été utiles pendant toute ma carrière et tout, et puis si ça peut être utile pour les autres, c'est cool. Ouais, moi j'appelle ça un sensei, tu vois, je suis fan de manga, donc ça je te dis maître, mais voilà, sensei de la nature. Bon, en tout cas, merci encore à toi Jérôme, et puis à très bientôt, on se voit très bientôt. Et les amis, pensez à liker, à vous abonner, mettre un petit commentaire, n'hésitez pas aussi, on lira les commentaires, Jérôme répondra aussi quand il aura le temps, bien sûr, à quelques-unes de vos questions. Pour plus d'aventures, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour le prochain interview.